Bonsoir à tous et bienvenue. Dobar večer in dobrodošli. Ja sam Isabelle Devigne, directrice Francuskiego Instytuta. Je suis Isabelle Devigne, directrice de l'Institut français de Slovénie. Et je suis accompagnée aujourd'hui notamment de Valentine Morel, donc, qui est attachée de coopération scientifique et universitaire également à l'Institut. Nous allons faire la modération et bien sûr, nous avons des invités avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence qui est intitulée « Les matériaux de demain » et qui s'inscrit à la fois dans le cadre de Discover EU et de la Nuit européenne des idées. Discover EU, c'est une manifestation de la Maison de l'Union européenne où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est régulière, qui se passe un jeudi par mois pour découvrir la culture et les idées européennes. Et la Nuit européenne des idées est un événement annuel organisé par l'Institut français de Paris et le réseau des instituts français à l'étranger. Cette Nuit européenne des idées 2022, nous l'avons voulu européenne justement parce que la France aussi, comme vous le savez sans doute, a la présidence du Conseil de l'Union européenne et que nous avons le plaisir de prendre d'ailleurs à la suite de la Slovénie. Je remercie donc aussi aujourd'hui nos deux chercheurs, Laetitia Marot, qui est ici présente, et Michael Mrissa, qui en principe donc, doit nous rejoindre, mais cette fois-ci à distance. Il a eu un petit souci qui fait qu'il n'a pas pu se déplacer, mais je dois dire qu'on a tous l'habitude aujourd'hui des événements en hybride, donc on espère que ça ne sera pas un problème. Et donc, nos invités ont accepté ce soir de nous présenter leurs travaux dans le domaine des matériaux et de construction durable. On a parlé juste avant, au cours d'un autre débat, des questions environnementales d'un point de vue politique. Cette fois-ci, nous allons rentrer dans une phase plus concrète et voir effectivement comment l'espace européen de la recherche donne l'opportunité à des chercheurs de travailler pour améliorer notre environnement dans un futur, on l'espère, très proche. Je vous recommande de garder des questions pour la fin, au fur et à mesure probablement, parce que nous aussi, ce sont des domaines que l'on découvre et on trouve très intéressant de les partager avec vous. Gardez bien ces questions pour la fin et on pourra ensuite les prendre. Je laisse maintenant la parole à Valentine Morel afin d'introduire la conférence et de vous présenter plus en détail nos invités. Merci Isabelle. Donc, la semaine dernière, une étude a été publiée dans le journal scientifique Environmental Science and Technology. Et donc, cet article a conclu que l'humanité avait franchi 5 limites planétaires sur 9. Donc, en fait, ce terme de limite planétaire est maintenant utilisé par l'Organisation des Nations Unies et désigne en fait des seuils donc au-delà desquels l'humanité ne doit pas franchir si elle veut continuer à vivre dans un écosystème sûr. Donc, ainsi donc, après le dépassement de la limite du changement climatique, donc celui de l'érosion de la biodiversité, de la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, la modification de l'usage des sols, c'est maintenant le seuil de la pollution chimique qui a été atteint. Voilà, donc ces limites questionnent notre mode de vie actuel. Ce que nous utilisons en fait pour nous déplacer, pour nous loger, pour nous vêtir, ce que nous rejetons pose problème pour la planète, pose problème pour le vivant et intrinsèquement pour nous, humains. Voilà, donc ce soir, et puisque le thème de la Nuit européenne des idées est reconstruire ensemble, nous avons décidé de nous concentrer sur la question la question des matériaux et la question du bâtiment. Voilà, et nous
ce soir, nous voudrions explorer les solutions qui existent. Voilà, donc quelles alternatives existent-ils pour un avenir plus vert? On parle de bois, de terre, de chanvre, de paille. De quoi seront construits nos meubles, nos maisons pour, donc voilà, dans 20 ans, dans 30 ans? Et surtout, comment les utiliserons-nous? Comment seront agencés nos appartements afin de vivre dans des environnements sains et respectueux de l'environnement? Voilà, donc au sein d'InnoRenew, c'est donc un centre d'excellence, centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Nous avons donc invité Madame Laetitia Marot et Monsieur Michael Mrissa, deux chercheurs français donc de ce centre européen, qui travaillent dans leur domaine de recherche respectif à essayer de trouver des solutions dans ces questions. Donc nous vous proposons de les écouter ce soir. Laetitia Marot, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences des matériaux de l'Université de Bretagne Sud. Vous êtes donc chercheur chez InnoRenew et vous êtes également assistante de recherche à l'Institut Andrei Marušić, l'Institut pour les sciences naturelles et techniques de l'Université du Littoral. Et vos recherches portent sur les matériaux renouvelables, notamment le chanvre et le bois, et leur application industrielle. Quant à vous, Michael, qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on va voir très prochainement, vous êtes titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Lyon. Vous êtes actuellement chercheur chez InnoRenew et occupez un poste de professeur titulaire à la faculté de mathématiques, des sciences naturelles et des technologies de l'information de l'Université de Littoral également. Voilà, et vos principaux domaines de recherche sont l'informatique orientée service, le web sémantique et le web des objets. J'espère d'ailleurs que vous pourrez nous dire un peu plus en détail à quoi correspondent ces domaines. Donc, un grand merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Isabelle et Valentine, déjà pour nous avoir invités ce soir et pour cette introduction. Merci à vous d'être venus pour notre présentation. Voilà, nous avons un diaporama qui n'est pas affiché. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, bonjour Michael. Alors effectivement, est-ce qu'il est possible de partager le PowerPoint? Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on peut commencer. On n'est pas au début, mais on va le remettre au début. C'est juste des petits ajustements techniques, voilà, qui font la joie des événements hybrides et que vous connaissez peut-être. Ok. Donc comme vous l'avez dit, donc je m'appelle Laetitia Marot et je suis chercheur à InnoRenew. Déjà, InnoRenew, pour présenter le centre de recherche, c'est un centre de recherche à but non lucratif. C'est un centre de recherche privé. Et il est très récent, ce centre de recherche. Il a été fondé en 2017. Donc là, on arrive sur notre 5e année. Il a été fondé grâce à un financement européen, donc Horizon 2020 Widespread Steaming. Et il y avait un financement de quand même 46 millions d'euros pour développer le centre, embaucher les chercheurs et commencer toutes nos recherches. Donc, on est un centre spécialisé sur le développement de matériaux et de technologies pour l'environnement construit, et tout ça dans une démarche de durabilité. Le centre est un environnement très international, puisqu'on est des employés qui viennent de 17 pays différents.
en Europe, donc en Slovénie en particulier, et dans le monde en général, on a des personnes qui viennent des États-Unis, d'Inde, d'Afrique, etc. Nous sommes à peu près autant de femmes que d'hommes, donc c'est en bonne voie. Et nous sommes assez jeunes dans l'ensemble, puisque la moyenne d'âge est inférieure à 40 ans. Le centre est décomposé en 6 différentes équipes de recherche, 6 départements. Donc, la santé dans l'environnement construit, les matériaux renouvelables et composites, le groupe d'informatique, la modification du bois, la science des données et les bâtiments durables. Donc, après, je vais présenter avec Michael un petit peu les différents projets qui se font dans chacun des départements pour que vous puissiez avoir une idée concrète de la recherche qui se passe à Inorinu. C'est une structure qui se veut interdisciplinaire, donc on essaie d'avoir autant d'interactions que possible entre les différents groupes et de se complémenter les uns les autres. Et donc, quand on dit utiliser des matériaux renouvelables, on parle de matériaux qui sont issus de l'industrie forestière et de l'agriculture, et donc qui sont soit développés directement pour être utilisés, enfin, cultivés directement pour être utilisés en tant que matériaux, ou alors ce sont des coproduits de l'industrie ou même des déchets. Et donc, dans ce cas-là, ça permet d'avoir une démarche qui supporte vraiment l'économie circulaire. Donc, je vais vous présenter aussi le nouveau bâtiment d'Inorinu qui sera inauguré le 15 février. Donc, je ne vous ai pas dit, mais nous sommes basés à Koper. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir à l'inauguration du bâtiment, donc, qui aura lieu le 15 février. C'est le plus grand bâtiment en bois de Slovénie. Et en fait, on utilise le bâtiment pour démontrer notre savoir-faire. Donc, le bâtiment est équipé de certaines technologies qui sont développées au sein d'Inorinu. Il y a différents laboratoires, donc le laboratoire de la santé humaine, le laboratoire des composites, des tests physiques, des caractérisations de la microscopie, des propriétés acoustiques, laboratoire des ordinateurs, je ne sais pas comment traduire ça en français, et un workshop où on peut appliquer directement, développer directement des objets en bois, les fabriquer concrètement en fait, au laboratoire. Vous verrez ici quelques images du nouveau bâtiment, juste pour vous donner envie de venir le découvrir. Il est sur 3 étages. Et à présent, nous allons vous présenter quelques projets qui sont en cours dans les différents centres, dans les différents départements. Donc, je laisse Michael présenter les recherches de ce groupe de matériaux de Sustainable Building. Merci Laetitia. Juste 2 petites précisions. Le bâtiment est effectivement situé à Isola. Nous sommes à Koper actuellement, ce sont les locaux temporaires en attendant de déménager dans ce bâtiment à Isola. Le High Performance Computing, on pourrait traduire en français par le calcul haute performance ou l'informatique haute performance. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter ce qui est fait dans le département lié aux matériaux renouvelables pour être utilisés dans le cadre de la construction de bâtiments soutenables.
Donc, on peut passer au transparent suivant. On a donc réalisé, dans le cadre des recherches, c'est Istok Susteršić qui gère ce groupe, qui est spécialiste dans ce domaine-là. On a réalisé qu'on peut construire des bâtiments de plus en plus hauts avec une structure en bois. Donc, le bâtiment complet n'est pas en bois, mais la structure à l'intérieur qui va soutenir, ça apporte des bénéfices quand on réalise ces structures en bois. Donc, ils ont un projet lié à ça, où on étudie les propriétés du bois pour s'assurer que le bâtiment résiste bien aux chocs sismiques. Il y a un phénomène quand on est en haut d'un bâtiment qui nous donne un peu le tournis, une sensation de nausée s'il y a des vibrations à l'intérieur du bâtiment, donc ils s'intéressent à ce genre de problème. On peut passer au transparent suivant. Le deuxième sujet qui les intéresse dans ce département, c'est l'évaluation de structures existantes. On a notamment un travail de rénovation qui est fait en partenariat avec la municipalité de Koper, sur des anciens bâtiments. Donc, on parle d'héritage culturel, de bâtiments dans lesquels il y a certaines normes à respecter pour les rénover. Et donc, on développe des méthodologies pour évaluer la meilleure manière de le faire en utilisant des matériaux comme le bois. On peut passer au transparent suivant. Ouais. Le troisième point d'intérêt, c'est la construction modulaire. Toujours à plusieurs étages, donc on n'est pas aussi haut que dans les deux slides précédents, mais enfin, qu'il y a 2 slides avant, mais on est quand même sur une construction à plusieurs étages, et donc on étudie les propriétés pour avoir des bâtiments qu'on puisse rendre modulaires. Et dernier, mais très important, LCA, LCC et SLCA, ce sont des acronymes qui sont liés à l'analyse du cycle de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. On part du début du design, de la conception du bâtiment, en passant par sa construction, son utilisation, et ensuite la gestion de la fin de vie du bâtiment, qui est un point particulier très important, où on va essayer d'optimiser l'utilisation des ressources, c'est-à-dire de minimiser l'utilisation des ressources non renouvelables et de maximiser la réutilisation des éléments lors de la destruction du bâtiment pour, par exemple, les intégrer dans un nouveau bâtiment. Le deuxième département dont je vais vous parler, c'est le département lié à l'acoustique, qui est un facteur important dans le bâtiment. Donc, ce département est dirigé par Rob Prislan. Donc, ils étudient les propriétés au niveau du son, de la réponse dynamique des larges structures par rapport à l'acoustique. Ils s'intéressent aussi à la détection de l'origine des bruits. Donc, quand on a une pièce comme ça, ils vont pouvoir développer des algorithmes, des méthodes qui vont permettre d'identifier d'où vient un certain bruit. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Laetitia. Merci. Je vais vous parler maintenant de quelques projets qui sont dans le groupe de modification du bois. Donc, dans ce groupe-là, ils utilisent beaucoup les traitements de surface. Donc, par exemple, la première image que vous voyez en haut à gauche, ils ont appliqué un traitement de surface qui permet de rendre la surface hydrophobique. Et c'est-à-dire que l'eau ne va pas du tout s'imprégner dans le bois, mais elle va glisser à sa surface. Donc, ça permet d'éviter l'endommagement du bois. Sur l'image en haut à droite, en fait, c'est un autre type de revêtement. Self-healing living coating, ce sont des champignons en fait, qui sont déposés à la surface du bois et qui vont grandir à leur surface et en étant déposés dessus, vont protéger le bois donc des altérations extérieures, du soleil, de la pluie, etc. Et en fait, ils ne vont pas endommager le bois, ils vont juste vivre à sa surface.
Alors, de temps en temps, il faut leur redonner un petit peu à manger, un petit coup d'huile, mais c'est un revêtement qui est complètement naturel et qui est vivant. Et donc, du coup, s'il y a un accroc sur le revêtement repousse tout seul et se régénère. Ensuite, en bas à gauche, donc c'est l'analyse des cinétiques de détérioration du bois. Donc, ils vont se concentrer sur quels sont les différents facteurs qui vont altérer le bois au cours du temps, étudier l'impact de chaque facteur et de façon à pouvoir les neutraliser ou essayer de diminuer leur impact. Et l'image en bas à droite, donc c'est les performances du bois modifié au cours de sa vie. Donc, ils étudient différents types de bois, différentes espèces de bois, différents traitements, et ils voient comment ils évoluent au cours du temps. Donc, on a des essais qui permettent d'accélérer le traitement plutôt que de laisser le bois à l'exposition extérieure pendant des années. On va avoir des machines qui nous permettent de faire un traitement accéléré, un vieillissement accéléré, et qui nous permettent de voir en quelques semaines l'effet des altérations du soleil, de la pluie, de la neige, etc. Donc ensuite, je vais vous présenter quelques activités de mon groupe, le groupe des matériaux renouvelables et composites. Un de nos gros cœurs de recherche, c'est le développement de biocarbone. Donc, je vous disais qu'on pouvait utiliser différentes ressources et en particulier des déchets. Donc là, vous pouvez voir en haut à gauche, c'est de Arandodonax. Ça pousse près des rivières et c'est une espèce, comment dire, une espèce invasive qui n'a pas particulièrement d'application à ce jour. Juste à côté, ce sont des noyaux d'olive broyés. Et en dessous, c'est une plante de chanvre. Donc ici, le chanvre en Slovénie et dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est est utilisé essentiellement pour produire du cannabidiol, donc à des fins médicales. Mais le cannabidiol est produit uniquement en utilisant les fleurs de cette plante qui fait 2-3 mètres de haut. Et en fait, tout le reste, la tige, etc., en Slovénie, par exemple, c'est un déchet. Donc, on va utiliser aussi ce déchet-là. Je vous ai amené quelques petits échantillons. Je n'avais pas la place de prendre toute la tige. Donc, en fait, pour faire du biocarbone, on va prendre ces déchets, on va les mettre dans un four qui va chauffer à très haute température. Donc, on peut aller à des températures de 1000 ou plus de 1000 degrés, mais c'est possible d'en faire aussi à température plus basse. En l'absence d'oxygène, donc on ne brûle pas la matière, juste on la carbonise et on la transforme en carbone, biocarbone. Et en fait, ce biocarbone va avoir différentes propriétés en fonction des paramètres de production, donc la température, la vitesse de chauffe, s'il va y avoir aussi d'autres gaz qu'on va introduire dans le procédé. Et en fait, grâce à tous ces différents paramètres, on va pouvoir optimiser la matière pour avoir des propriétés qui nous intéressent. Donc, je vais vous présenter quelques applications du biocarbone. Le biocarbone pour dépolluer l'air. En fait, le biocarbone, il a une structure très poreuse avec différentes tailles de porosité. Et en fait, ça va permettre de capter certaines molécules qui sont dans l'air. Donc, ici, dans cette pièce, vous avez des peintures sur les murs, vous avez de la tapisserie, vous avez de la peinture au plafond et tous ces éléments-là, on ne le voit pas, mais ça émet des composés organiques volatiles. Et en fait, ces composés organiques volatiles peuvent être dangereux pour la santé. Et donc, utiliser le biocarbone pour capter ces composés et les détruire par la suite, ça permet de purifier
purifier l'environnement intérieur dans les bâtiments. Ensuite, je crois qu'il faut garder les questions pour la fin. Soit vous gardez les questions pour la fin, soit vous pouvez poser la question. À ce moment-là, il faut aller au micro, comme vous souhaitez. Donc, on peut aussi choisir les paramètres pour rendre le biocarbone conducteur. Donc, quand on a un biocarbone conducteur, on peut faire passer de l'électricité dedans. On peut en faire des capteurs, par exemple. C'est l'utilisation qu'on envisage actuellement. Ou aussi des capteurs. On a vu que ces capteurs pouvaient changer de conductivité en fonction de l'hygrométrie ambiante ou en fonction de la pression qu'on applique sur ces capteurs. Donc, par exemple, on peut envisager de les mettre dans le sol, dans des structures, par exemple, dans des ponts, etc. Et voir quand il va y avoir un endommagement trop important, ça va permettre de détecter un changement de conductivité et de prévoir les endommagements plus grands comme la rupture d'un bâtiment. Ensuite, je vais vous parler du biocarbone en tant que stabilisateur UV. Donc ça, c'est mon projet, le projet sur lequel je travaille. Et en fait, les UV, donc les ultraviolets, sont assez dangereux pour nous et aussi pour les matériaux. Donc, quand on applique les ultraviolets sur des matériaux, ça les fait vieillir. C'est vrai pour les plastiques, beaucoup. C'est vrai aussi beaucoup pour le bois. Vous avez sûrement dû voir que le bois blanchit ou change de couleur quand il est exposé au soleil. Et donc, la recherche permet d'appliquer des revêtements qui vont être entièrement biobasés. Ces différents revêtements sont faits à partir d'huile végétale et de biocarbone et de protéger le bois des altérations extérieures. Ensuite, la dernière application dont je vais vous parler, c'est plus sur le biocarbone, mais c'est en utilisant les champignons. Donc, quand les champignons que vous voyez à gauche, Ganoderma lucidum et Trametes versicolor, ce sont en fait le sexe des champignons. C'est la partie extérieure. Mais en fait, quand ils poussent, il y a tout un réseau souterrain de racines, etc., qui se développe. Et ce qu'on voit, c'est juste une toute petite partie du champignon. Et on va utiliser ce réseau pour en faire des matériaux composites. Donc, on va choisir différents substrats, par exemple le chanvre, et on va mélanger le chanvre avec les champignons et attendre qu'ils se développent dedans, qu'ils créent une structure tridimensionnelle et ensuite stopper la croissance. L'avantage d'utiliser les champignons, c'est qu'ils peuvent pousser partout, dans les bonnes conditions, et on peut leur donner la forme qu'on veut. Donc, par exemple, ici, ce sont des matériaux faits à partir de champignons et de chanvre, uniquement. Un peu d'eau. Et donc, on peut avoir des matériaux qui sont complètement, qui n'ont besoin d'aucune énergie autre que l'énergie naturelle pour se développer. Donc voilà, je vais laisser maintenant Michael nous parler de son département d'informatique. Merci Laetitia. Voilà donc notre département qui est dirigé par Miklos Krech s'intéresse aux technologies de l'information et de la communication. Donc on va pouvoir passer au transparent suivant. Donc on regarde tous les aspects liés à l'informatique. Aujourd'hui en informatique,
globalement, on fait plus ou moins tous la même chose, c'est-à-dire qu'on va intégrer des capteurs. On va intégrer des capteurs dans les bâtiments, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle sorte de système qu'on souhaite étudier. On va créer un réseau de capteurs. Généralement, ce réseau de capteurs va envoyer toutes les données dans ce qu'on appelle le cloud, donc l'informatique en nuage. Donc on virtualise un petit peu le stockage des données et le traitement des données. Et ensuite, on étudie les données, et ces données nous apportent des éléments intéressants pour améliorer le système qu'on étudie. Donc, en l'occurrence, nous, on est clairement connectés ici aux autres groupes, puisqu'on les aide à évaluer les bâtiments, donc que ce soit au niveau de la structure, que ce soit au niveau acoustique, que ce soit au niveau de la vie dans le bâtiment, etc. Donc, on a des capteurs, et potentiellement, on peut interagir avec tous les groupes pour étudier et leur donner des données pertinentes sur les systèmes qu'ils créent. Donc ça, c'est la partie... non, je n'ai pas fini, oui. C'est la partie numéro 1, réseau de capteurs et système IoT. Donc IoT, c'est Internet of Things, c'est l'Internet des objets, parce que ces capteurs, eh bien, ils sont souvent hétérogènes, donc ils ont des langages différents, des protocoles différents, et il faut des solutions pour les intégrer. Et on utilise l'Internet, on utilise aussi le web aujourd'hui pour connecter tous ces objets et les faire dialoguer. Les deux autres points, donc le deuxième point qui nous intéresse, c'est l'optimisation industrielle. Donc on a parlé avant du cycle de vie du bâtiment, donc tout ça c'est des choses qu'on peut modéliser dans ce qu'on appelle des processus. Les processus métiers vont être modélisés, et on peut appliquer des outils mathématiques, des modèles mathématiques pour optimiser ces processus. C'est notre deuxième centre d'intérêt. Et le troisième, c'est aussi très important, ce sont les méthodes dirigées par les données et ce qu'on appelle le calcul scientifique. C'est un peu vague comme terme, mais c'est d'appliquer des algorithmes de traitement pour exploiter les données au mieux et éventuellement optimiser la consommation d'énergie. Donc j'aimerais noter dans notre travail un aspect paradoxal, qui est qu'on utilise la technologie pour limiter la technologie. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'équiper tous les bâtiments de la planète, mais d'équiper un certain nombre de bâtiments pour nous permettre de tirer les leçons, pour mieux construire les bâtiments d'après sans avoir besoin de les surveiller avec des capteurs. Alors, on peut passer aux transparences suivantes. Je vais vous parler d'un projet qui a été financé par l'agence de recherche du gouvernement slovène, ARRS. Donc, c'est un projet qui est lié à la qualité de l'air. Donc, on installe des capteurs dans un bâtiment pour évaluer la présence de CO2, de composants volatiles, etc. Donc, Laetitia vous expliquait les problèmes que ça crée. Et on va essayer de faire ce travail sans utiliser l'informatique en nuage, c'est-à-dire que les capteurs vont former une communauté autonome, vont parler entre eux, et on essaie de trouver des solutions intelligentes pour limiter l'explosion des données, pour limiter le nombre de données qu'on va traiter directement sur les capteurs. Et ces capteurs vont former un réseau autonome qui va être capable de tirer la substantifique moelle des données, on va dire, et d'informer les utilisateurs du bâtiment des meilleures décisions à prendre de manière automatique et autonome. Donc, on essaye de faire ça pour... Je crois qu'on a un petit problème de connexion. Donc, c'est bon, Michael? Allô? Oui, c'est bon, on vous entend à nouveau. Ah, pardon, il y a dû avoir un petit souci. Donc, je disais, on essaie d'avoir des réseaux de capteurs autonomes qui vont pouvoir apporter des éléments pour mieux piloter nos bâtiments. Donc, on a beaucoup d'objectifs liés à l'amélioration de l'efficacité énergétique, la modélisation des réseaux de capteurs,
Et puis aussi, donc, c'est mon domaine de recherche et systèmes distribués, et donc on adore travailler sur ces problématiques-là. On peut passer au transparent suivant. Voilà, donc là, vous voyez un exemple de capteur. On a fabriqué une petite boîte avec le logo InnoRenew qui récupère la température, l'humidité, CO2, les composants volatiles et des différentes tailles de particules de matière. Ces capteurs sont équipés de plusieurs protocoles, donc choisir le bon protocole fait aussi partie du jeu et des problèmes qu'on étudie. Et par défaut, ces capteurs sont connectés au cloud et on essaye de les modifier pour qu'ils puissent directement communiquer entre eux. On peut passer au transparent suivant. Voilà, donc dans ce projet-là, on a des objectifs de recherche qui vont un peu plus vers de la recherche fondamentale. Donc ces problèmes-là, ce sont des problèmes de modélisation, de réseaux dynamiques, avec plusieurs éléments qui évoluent dans le temps, donc il faut les modéliser. Les algorithmes pour modéliser ce genre de réseau et pour les faire fonctionner sont relativement complexes. Les méthodes d'optimisation aussi. Au niveau de l'exploitation des données, eh bien, comme les données ne vont pas être centralisées dans un nuage quelconque, donc les données sont réparties sur les capteurs, quand on va vouloir faire l'analyse de données, il va falloir trouver une façon de le faire de manière distribuée, chaque capteur ayant une partie des données. Donc il faut en quelque sorte faire exploser notre algorithme d'analyse de données et réussir à recombiner les pièces du puzzle à la fin pour obtenir les résultats voulus. C'est assez compliqué, mais il y a toute une vague de travaux sur ce genre de problématiques. Donc on essaye de regarder laquelle est la plus adaptée. On utilise la blockchain aussi. La blockchain, c'est naturellement pour assurer une espèce de garantie sur les données. Donc on essaye on utilise cette blockchain pour avoir la garantie que les données ne seront pas modifiées, pour augmenter la confiance dans le réseau. C'est-à-dire que notre réseau de capteurs, même si quelqu'un va ajouter un capteur malveillant, on va quand même pouvoir s'assurer que ce capteur malveillant ne va pas complètement détruire le réseau. Dans ce cadre-là, on a d'autres problématiques aussi liées à la vie privée, c'est-à-dire que si vous avez les données de votre bureau qui sont captées, vous pouvez donner différents droits d'accès à différentes personnes, et ces droits d'accès, ils doivent être sérieusement respectés, puisque votre employeur ou votre collègue de travail ou votre famille vont avoir différentes vues sur les données. Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais vous avez ici, dans ce transparent, les différentes questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on doit modéliser? Est-ce qu'on doit modéliser les délais dans le réseau, la bande passante? Combien on va avoir, donc ce qu'on appelle en anglais un sync node, ce sont les nœuds qui vont effectivement stocker les données. Donc quand on a un réseau de 20 capteurs, parmi ces 20 capteurs, lesquels vont stocker les données? Est-ce qu'on en met 3 ou 15? Comment est-ce qu'on dispatche les données sur tous les capteurs si on a besoin de les dispatcher? Et pour l'analyse des données, donc comment réduire l'utilisation du réseau au maximum tout en gardant la qualité d'analyse qu'on pourrait avoir avec le cloud. Donc c'est-à-dire qu'on veut les mêmes résultats que le cloud, mais sans le cloud. Pour la vie privée et la sécurité, donc c'est les problématiques que j'ai mentionnées auparavant. Où est-ce qu'on va mettre les données? Parfois, elles doivent rester sur le capteur, elles ne doivent pas partir. Et qui a accès et comment? Et finalement, un des problèmes avec l'analyse de données, c'est bien l'analyse de données, tout le monde en parle, mais le problème, c'est que quand on regarde les résultats, si on a des mauvaises intentions et qu'on est bon en mathématiques, on peut revenir aux données initiales et on peut trouver d'autres informations. Donc, on essaye de garantir que les résultats de nos analyses de données ne permettent pas de faire ce genre de choses. Voilà, c'était ce projet. Donc, on a plusieurs travaux en cours. Je ne vais peut-être pas détailler tout ça, mais juste quelques mots intéressants. On étudie
les algorithmes basés sur la colonisation des fourmis. Donc, on essaye de copier un petit peu ce que font les fourmis dans la nature pour avoir des parcours de données optimisés. Au niveau de l'analyse de données décentralisée, au lieu d'envoyer les données, on envoie les traitements, c'est-à-dire que les traitements vont sur les capteurs, et ensuite on renvoie que le résultat. Et puis on utilise des techniques connues qui s'appellent le routage de type oignon pour protéger les données. Donc vous imaginez les différentes couches d'un oignon qui vont protéger les données. Et finalement, on utilise des technologies qu'on appelle la table de hachage distribuée, qu'on combine à la blockchain pour réussir à stocker les données et en même temps dépasser les limitations de la blockchain, c'est-à-dire pouvoir modifier les données. Voilà. Ensuite, on a aussi, alors ça c'est donc par rapport à ce projet sur la qualité de l'air, c'était une chose. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a mis en place et ce qu'on va utiliser aussi à l'avenir dans le bâtiment, ce nouveau bâtiment à Isola. Donc ce bâtiment, il est plein de capteurs, hein. C'est pas une maison classique, c'est un laboratoire de recherche truffé de capteurs. Vous voyez ici les différents types de capteurs. On a même des caméras infrarouges. On peut mesurer l'accélération et les vibrations de la structure. Donc on a beaucoup de capteurs dans le bâtiment. Ici, on a un détail sur un des types de capteurs. D'ailleurs, ceux-là, on est allé les installer nous-mêmes avec les collègues. Donc, ils sont intégrés dans les murs du bâtiment. Là, c'était pendant la construction. Maintenant, ils sont plus visibles. Ils sont à l'intérieur du mur. Ça nous permet de monitorer, c'est-à-dire de surveiller en continu tout un tas d'informations sur la structure du bâtiment. Vous voyez ici, oui, voilà. Vous voyez ici vous voyez ici comment dire, la vision globale de ces capteurs-là qui permettent de modéliser le comportement de l'enveloppe de notre bâtiment. Donc, on voit ici en haut à droite de la figure le graphe de comportement qu'on peut ensuite étudier pour voir si on a fait une bonne conception ou pas. Pardon, Michael, j'aimerais Oui. juste qu'on laisse du temps aussi pour les questions, et je vois que le temps passe assez vite. D'accord. Donc, c'est comme vous voulez, mais si on peut peut-être aller un peu plus vite pour passer aux questions, parce que je suis sûre que tout ça suscite beaucoup d'interrogations aussi. J'en ai personnellement, et je crois que dans la salle également, il y a des questions. Merci. Tout à fait, tout à fait. Pas de souci. Je vais passer vite. Bon, ici, on a un autre exemple de capteur. On peut directement passer à la suite. On a aussi des projets industriels. On essaie de développer ça. Vous voyez ici quelques exemples de projets industriels, notamment avec le port de Koper. Il y a quelque chose en discussion. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est des aspects qu'on développe. Et finalement, le dernier groupe, on est un petit peu moins spécialiste par rapport à ça, mais on travaille avec eux. Donc, on a juste un slide. Ça tombe bien vu qu'on est un peu limite au niveau du temps. La santé humaine dans l'environnement construit. Donc, notre travail sert aussi à améliorer le confort de vie des gens. Ce n'est pas juste pour faire de l'optimisation à tout prix. C'est de l'optimisation liée à l'humain, et je trouve que c'est très important de finir sur cette note, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de préserver l'humain, que ce soit à large échelle, mais aussi à l'intérieur du bâtiment. Voilà, donc on s'intéresse aussi à la qualité de vie, et on développe des solutions qui améliorent cette qualité de vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Je pense que c'est intéressant de voir à quel point vous étudiez donc
des possibilités effectivement d'améliorer aussi, comme vous disiez, notre qualité de vie, mais aussi celle de notre environnement. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous alliez effectivement des technologies de pointe, hein, extrêmement complexes, et des technologies également qui prennent pour source des matériaux naturels, et c'est tout à fait remarquable. Avant de passer à nos propres questions, je voudrais plutôt vous donner la parole parce que effectivement j'ai vu des réactions. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à vous approcher du micro. Voilà, ne soyez pas intimidés. Il s'agit effectivement d'une mesure de prévention Covid, mais voilà. Monsieur, je crois que vous aviez une question. Parler de biocarbone avec une capacité d'absorption ou de purification. Et la question, c'était sur la capacité d'absorber les gaz à effet de serre ou le CO2. Et est-ce que ça serait quelque chose qui serait applicable et qui serait réalisable ou à grande échelle Yeah. Merci pour votre question. Donc, oui. Après, là, pour le moment, on s'intéresse plutôt aux gaz qui sont à l'intérieur des bâtiments et donc plus particulièrement donc aux composés organiques volatiles. Et en fait, ça va dépendre de la structure du gaz en elle-même. Donc, en fonction du gaz, s'il est plus ou moins lourd, de sa taille, parce que bon, même si on ne les voit pas, les molécules, mais elles ont une certaine taille, en fait, on va cibler la taille de ces molécules et adapter la taille des pores du biocarbone pour pouvoir les capter. Donc, on s'est focalisé jusqu'à présent plutôt sur le benzène, qui va être un composé qu'on retrouve très régulièrement à l'intérieur des bâtiments et qui est un composé qui est très toxique. Mais on pourrait aussi envisager, pourquoi pas, de cibler le CO2 ou de cibler ou de déployer à plus grande échelle ce type d'absorbant, en les mettant même dans les rues, en recouvrant les façades des murs avec ça, et pour être plus efficace et dupliquer la surface d'intervention, si je peux dire comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Sinon, je vais passer à une question que je trouve assez intéressante, parce que vous travaillez quand même dans des domaines très différents. Effectivement, web des objets, matériaux renouvelables, tout ce qui est informatique. Vous avez des domaines donc très, très différents. Et comment est-ce que vous arrivez à travailler tous ensemble, à trouver une cohérence dans votre travail ? Donc, je ne sais pas si Michael peut-être veut répondre à cette question. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est très, très évident pour nous de travailler au sein d'InnoRenew avec les autres chercheurs, parce que c'est un domaine d'application qui est idéal. C'est-à-dire qu'on a un grand besoin de collecter des données sur nos bâtiments, on a un grand besoin de connaître nos bâtiments en détail, et du coup, on sent que ces architectures de capteurs qu'on peut développer, ces méthodes d'analyse qu'on peut développer, etc., elles répondent aux besoins des autres chercheurs. Donc, pour nous, on a des cas d'utilisation qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un exemple, on ne développe pas juste un algorithme pour montrer qu'il est intéressant parce qu'il est nouveau, mais on développe un algorithme qui va correspondre aux besoins d'un chercheur particulier ou d'un cas d'étude particulier. C'est vraiment très intéressant. Si j'ai bien compris, vous travaillez également avec des sociologues, hein, donc effectivement, puisque c'est l'aspect humain que vous soulignez dans votre conclusion, vous prenez aussi en compte, si j'ai bien compris, les attentes des
personnes justement qui vont vivre dans ces bâtiments. On peut travailler avec des sociologues qui vont faire des questionnaires et ensuite les aider à analyser leurs données par rapport aux questionnaires, à dégager des statistiques de leurs questionnaires et éventuellement à faire évaluer les questionnaires vers des méthodes plus appropriées. On peut corréler des données avec l'humeur des gens et des données environnementales à l'intérieur du bâtiment. On peut faire des tas de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes. Moi aussi, j'avais des questions. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, en fait, au départ, je voulais poser cette question plutôt à Laetitia, mais il y a une phrase que Michael a dit qui m'a fait penser que ça pouvait aussi le concerner. C'est quand Michael a dit que les recherches qu'il faisait pouvait consister en un sens à copier ce que les fourmis font dans la nature. Ça m'a interpellée et en fait, du coup, je voulais vous poser la question du biomimétisme. Donc, c'est une notion, un concept, un processus d'innovation et d'ingénierie qui consiste à imiter la nature. Et s'inspirer du vivant également. Je voulais savoir, vous, comment situez-vous vos recherches par rapport à ce concept? Merci. Merci pour votre question. Alors, pour moi, le biomimétisme, c'est vraiment une science en elle-même. Et ce n'est pas parce qu'on utilise des matériaux biobasés, biosourcés, des ressources naturelles qu'on fait du biomimétisme. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment primordial d'étudier la nature, de voir quelles sont les solutions qui ont été développées sur des millions d'années plutôt que d'essayer d'en trouver des nouvelles. Et on devrait s'orienter beaucoup plus dans cette direction. Je n'ai pas d'exemple à vous donner dans les recherches actuelles qu'on a. Je ne sais pas si le revêtement qui utilise par exemple des champignons, si ça peut s'appeler biomimétisme, mais je ne pense pas, parce que même si ça utilise des organismes vivants, ce n'est pas une technologie qui les copie, c'est les utiliser directement. Donc peut-être que l'application de Michael est du coup plus appropriée. Michael, si tu veux compléter. Oui, tout à fait. C'est du vrai bio, c'est pas du biomimétisme. En informatique, c'est quelque chose qui est très ancien depuis longtemps. On s'inspire des comportements du monde végétal, animal, pour développer des algorithmes, développer des protocoles. Beaucoup de technologies sont développées de cette manière-là. On s'inspire des fourmis, on s'inspire des abeilles, on s'inspire de beaucoup de choses comme ça. Donc c'est très présent en informatique. Donc je comprends effectivement que l'environnement n'est pas seulement un environnement à protéger, mais c'est aussi une source d'inspiration pour le futur. Et en cela, effectivement, votre travail est très intéressant. Je voulais peut-être passer à une autre dimension de votre travail, et là, c'est plutôt sur le travail en équipe internationale. Hein. Donc, vous êtes 17 nationalités. Comment est-ce que vous faites pour communiquer entre vous? Est-ce que c'est facile de communiquer? Voilà, comment ça se passe un peu au quotidien, peut-être avant de conclure, sauf s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, a priori, ça peut faire peur de travailler avec des personnes de 17 nationalités différentes, mais au final, on parle tous anglais et je pense qu'on se comprend globalement. Et je pense que travailler avec des personnes, c'est vraiment le challenge, c'est la personnalité de la personne, des personnes
avec qui on communique et qu'on a en face de soi. Et ce n'est pas vraiment lié à leur nationalité au final. Ça, c'était mon expérience personnelle. Peut-être que Michael en a une différente. Non, non, c'est exactement ce que j'aurais dit. C'est beaucoup plus la personnalité du collègue que sa nationalité. On observe des différences culturelles qui sont prises en compte avec respect et ça se passe très bien. Euh, la barrière, en tant que Français, la barrière principale, c'est la langue. Hein. En France, je veux dire, la Slovénie nous montre l'exemple au niveau de la maîtrise de l'anglais qui est beaucoup plus développée en Slovénie. C'est très bien et c'est quelque chose qu'il faut avoir pour travailler dans un environnement comme ça. C'est vrai que c'est bien. Après, c'est bien aussi de pouvoir parler dans différentes langues, mais j'imagine de toute façon que c'est également le cas. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. On tenait vraiment à montrer voilà, que l'espace européen de la recherche, c'était pas seulement quelque chose d'abstrait, mais qu'il y avait effectivement derrière des chercheurs qui travaillaient concrètement à améliorer l'environnement et notre environnement de demain, nos vies quotidiennes, en prenant donc des exemples effectivement de chercheurs français basé en Slovénie et dans un laboratoire effectivement international. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le bâtiment dans lequel vous allez travailler est une application concrète aussi de vos travaux. Et non seulement ça, mais c'est aussi un très beau bâtiment au point de vue design, je tiens à le souligner. Et vous avez eu beaucoup de chance de travailler dans cet environnement ici en Slovénie. Voilà, merci à tous de votre attention et bonne nuit des idées. Si vous voulez continuer, ça continue encore en ville. Ah, pardon, une question. Oui, je vous en prie. This works. Hello, my name is Marco. I have just a short question. Does your organization do any control to the companies who are doing big pollution problems around Europe? I will give you an example. The French company Lafarge Society in Novi Sad in Serbia, more than 20 years, gives a big pollution and big catastrophe, ecological, that plenty of people got cancer around the villages. Mm-hmm. Thank you for just one example. Okay, thank you for your question. I know Thank you. It's a big problem, the pollution that is generated by the industry. But currently, we don't have any project dealing with this topic. That could be very interesting. Just now, we currently don't have, no. It's not only French, Chinese, any. Of course. En tout cas, puisque c'est la nuit des idées, c'est une des idées qu'on peut développer. Merci beaucoup de votre intervention. Merci à tous et bonne fin de soirée.